Dans l'élégance feutrée de la cabine de première classe du vol Étoile d'Azur, reliant Paris à New York, Héloïse Moreau, PDG de la compagnie aérienne, franchit le seuil avec une assurance discrète mais indéniable. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, ses cheveux noirs relevés en un chignon soigné, elle portait à la main un sac en cuir noir, symbole d'une sophistication sobre qui trahissait son statut. Héloïse, femme d'origine nord-africaine ayant gravi les échelons dans un monde souvent hostile, n'était pas une voyageuse ordinaire. Ce jour-là, elle se préparait à une réunion cruciale à New York, où elle devait défendre une stratégie audacieuse pour repositionner Étoile d'Azur comme leader de l'aviation durable. Mais alors qu'elle s'approchait de son siège, le 1-1, une voix froide et arrogante déchira le silence feutré de la cabine. « J'ai besoin de toute cette rangée pour me reposer », déclara un homme d'une cinquantaine d'années, jetant une couverture grise sur les sièges 1-1 et 1F, comme s'il revendiquait un territoire. Jacques Lefebvre, un homme d'affaires parisien prospère, vêtu d'un costume coûteux, leva les yeux vers Héloïse avec un sourire narquois. « Vous trouverez bien une autre place ailleurs, si tant est que vous ayez un billet », ajouta-t-il, son ton chargé de condescendance. La cabine, jusqu'alors paisible, s'emplit d'une tension palpable. Les autres passagers, installés dans leurs sièges en cuir beige, jetèrent des regards furtifs, certains avec curiosité, d'autres avec une gêne naissante. Héloïse, sans perdre son calme, posa son sac à main sur le repose-bagages et répondit d'une voix claire, presque musicale. « Monsieur, ce siège est le mien. Voici mon billet. » Elle brandit son téléphone, affichant le QR code de sa carte d'embarquement. Jacques, sans même daigner y jeter un œil, croisa les bras et ricana. « Vous devez faire erreur, ma chère. Les gens comme moi méritent cet espace. Vous feriez mieux de chercher une autre place. » Ces mots, lourds d'un mépris à peine voilé, firent tressaillir plusieurs passagers. Une femme élégante, Amélie Dubois, militante sociale connue dans les cercles parisiens, fronça les sourcils, son carnet à la main, comme si elle s'apprêtait à noter chaque détail de cette scène. À ses côtés, Pierre Martin, un journaliste d'une quarantaine d'années travaillant pour Le Monde, sortit discrètement son téléphone pour filmer, ses doigts agiles capturant l'échange avec une précision journalistique. La cabine, d'ordinaire un havre de luxe et de sérénité, devint le théâtre d'une confrontation silencieuse mais électrique. Héloïse, habituée aux regards sceptiques et aux préjugés dans les cercles d'élite, sentit une colère contenue monter en elle, mais son visage restait impassible. Née à Belleville, dans un quartier modeste de Paris, fille d'immigrés maghrébins, elle avait appris dès son plus jeune âge à naviguer dans un monde où son apparence et son genre étaient souvent des obstacles. Elle avait conquis sa place à force de travail acharné, de détermination et d'une intelligence aiguisée, devenant à 40 ans la première femme noire à diriger une grande compagnie aérienne française. Ce n'était pas seulement une question de siège, c'était une bataille pour la dignité, pour le respect, pour l'idée que personne, peu importe son statut, ne pouvait la reléguer à une place inférieure. « Monsieur, je vous le répète, le siège 1-1 est le mien, réservé à mon nom, » dit-elle, sa voix ferme mais polie, assez forte pour que les passagers voisins l'entendent. Jacques, toujours assis, étendit ses jambes sur le siège adjacent, comme pour marquer davantage son territoire. « Les gens comme vous ne devraient pas être ici, » lâcha-t-il, ses mots tranchants comme une lame, teintés d'un racisme et d'un sexisme à peine dissimulés. Un murmure choqué parcourut la cabine. Amélie, incapable de rester silencieuse, chuchota à sa voisine. « Cet homme est insupportable. Comment ose-t-il parler ainsi ?» Pierre, quant à lui, continuait de filmer, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une indignation contenue. Une jeune hôtesse de l'air, Sophie Laurent, s'approcha, son uniforme impeccable contrastant avec l'anxiété qui se lisait dans ses yeux. « Monsieur, je vous prie de respecter les places attribuées, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, tentant de désamorcer la situation. Jacques la foudroya du regard, comme si elle n'était qu'une subalterne osant l'interrompre. « Je ne bougerai pas. J'ai une condition médicale. J'ai besoin de ces 2 sièges pour m'allonger, » rétorqua-t-il, son ton dégoulinant d'arrogance. Sophie, visiblement déstabilisée,
lança un regard désolé à Héloïse, qui lui répondit par un léger hochement de tête, comme pour la rassurer. Mais Héloïse n'était pas femme à se laisser intimider. Elle savait que céder, même face à une telle arrogance, reviendrait à valider le comportement de Jacques. Elle prit une profonde inspiration, son regard perçant fixé sur lui. « Monsieur Lefebvre, » dit-elle, utilisant son nom qu'elle avait reconnu grâce à un rapide coup d'œil sur la liste des passagers VIP fournis par l'équipage avant l'embarquement, je vous demande de respecter non seulement mon droit à ce siège, mais aussi les principes d'égalité et de courtoisie que nous valorisons chez Étoile d'Azur. Le fait qu'elle connaisse son nom déstabilisa Jacques l'espace d'un instant, mais il se ressaisit rapidement, éclatant d'un rire moqueur. « Égalité? Vous, une femme comme vous, parlez d'égalité? Vous devriez savoir où est votre place, » lança-t-il, ces mots provoquant une vague de murmures outrés parmi les passagers. Amélie, rouge de colère, griffonna furieusement dans son carnet, tandis que Pierre ajustait l'angle de son téléphone pour capturer l'expression arrogante de Jacques. Sophie, toujours debout, semblait au bord des larmes, partagée entre son devoir de maintenir l'ordre et son impuissance face à l'obstination de cet homme. Mais ce que Jacques ignorait, c'était que son comportement venait de déclencher une tempête qu'il ne pourrait contrôler. Héloïse, toujours debout, sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message de son assistante, Claire, lui rappelait l'urgence de la réunion à New York. « Le conseil d'administration attend votre présentation dans 5 heures. Les enjeux sont cruciaux. » Ce rappel renforça sa détermination. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à préparer ses documents dans une autre partie de l'avion. Ce siège, 1-1, était non seulement le sien de droit, mais aussi un espace où elle devait travailler pour assurer l'avenir de la compagnie. Elle décida qu'il était temps d'agir. Sans un mot, Héloïse sortit son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une précision chirurgicale. Elle envoya un message codé, 2 mots simples. « Hail silencieuse ». Ce protocole, mis en place par Héloïse et son équipe technique, était une mesure d'urgence conçue pour neutraliser les perturbations graves à bord tout en préservant l'intégrité de l'expérience des passagers. En moins d'1 minute, l'impensable se produisit. Le téléphone de Jacques, qu'il consultait frénétiquement pour appeler son assistant, afficha soudain un message d'erreur. « Connexion indisponible ». Il tapota l'écran, agacé, essayant de relancer le Wi-Fi, mais rien n'y faisait. Une lueur de panique traversa ses yeux. Lui, Jacques Lefebvre, magnat de l'immobilier parisien, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie grâce à son réseau et à son influence, se retrouvait soudainement isolé, coupé du monde numérique qui lui servait de bouclier. Les autres passagers, remarquant son agitation, échangèrent des regards complices. Amélie murmura à sa voisine. Il commence à comprendre qu'il n'est pas intouchable. Pierre, toujours en train de filmer, zooma sur le visage crispé de Jacques, capturant chaque seconde de son désarroi. Sophie, de son côté, reçut une notification discrète sur sa tablette interne. Protocole L silencieuse activé. Maintenez la situation sous contrôle. Elle échangea un regard avec Héloïse, comprenant que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. Jacques, furieux, se tourna vers Héloïse, pointant un doigt accusateur. « C'est vous, n'est-ce pas? Vous avez fait quelque chose à mon téléphone !» cria-t-il, attirant l'attention de tous les passagers. Héloïse, toujours calme, haussa légèrement les épaules, un sourire imperceptible au coin des lèvres. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Je ne fais que défendre mon droit à mon siège, » répondit-elle, sa voix douce mais tranchante comme une lame. Les passagers, fascinés par son sang-froid, commencèrent à murmurer leur approbation. Amélie, incapable de se retenir, lança à voix haute. « C'est vous qui causez tout ce désordre, monsieur. Pourquoi ne pas simplement respecter les règles comme tout le monde ?» Ces mots, prononcés avec la ferveur d'une militante aguerrie, firent écho dans la cabine, provoquant des hochements de tête parmi les autres passagers. Pierre, toujours discret, envoya la vidéo qu'il venait de tourner à son rédacteur en chef, accompagné d'un message. « Incident à bord d'Étoile d'Azur. Ça va faire des vagues. » Jacques, sentant le poids des regards désapprobateurs, tenta de reprendre le contrôle. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, » aboya-t-il, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une fissure dans son assurance habituelle. Il était habitué à ce que le monde plie devant lui, mais ici,
À 9000 mètres d'altitude, il commençait à réaliser que son pouvoir avait des limites. Héloïse, quant à elle, s'assit enfin dans son siège 1-1, posant son sac à ses pieds avec une grâce calculée. Elle ouvrit son ordinateur portable, prête à travailler sur sa présentation, mais son esprit restait alerté, observant chaque mouvement de Jacques. Elle savait que cette confrontation n'était pas seulement personnelle. C'était une lutte pour affirmer que personne, quelle que soit sa richesse ou son influence, n'avait le droit de bafouer la dignité d'autrui. Elle avait grandi dans un monde où les gens comme Jacques, des hommes convaincus de leur supériorité, avaient tenté de la rabaisser à maintes reprises. Mais à chaque fois, elle avait répondu par la force de son intelligence et de sa détermination. Ce jour-là, dans la cabine de première classe, elle n'était pas seulement Héloïse Moreau, voyageuse. Elle était la femme qui dirigeait Étoile d'Azur, une pionnière qui avait brisé les plafonds de verre et qui refusait de céder un pouce de terrain face à l'arrogance. Sophie, toujours debout dans l'allée, s'approcha discrètement et murmura: Madame, je suis désolée pour cette situation. Je vais demander à mon superviseur d'intervenir. Héloïse lui adressa un sourire rassurant. Merci, Sophie. Mais ne vous inquiétez pas, je gère. Continuez à faire votre excellent travail. Ces mots, prononcés avec une chaleur sincère, redonnèrent du courage à la jeune hôtesse qui hocha la tête avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Jacques, toujours furieux, continuait de tapoter son téléphone en vain, ignorant que le protocole aile silencieuse l'avait coupé de tout réseau. Il se sentait de plus en plus acculé, comme un lion en cage, mais son orgueil l'empêchait de céder. Il lança un regard noir à Héloïse, qui semblait imperturbable, concentrée sur son écran. « Vous pensez que vous avez gagné ?» marmonna-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Héloïse releva les yeux, son regard perçant rencontrant le sien. « Monsieur Lefebvre, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de respect, et je ne partirai pas. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent dans la cabine. Amélie, galvanisée, applaudit doucement, un geste qui fut rapidement imité par d'autres passagers. Pierre, sentant que l'histoire prenait une ampleur inattendue, commença à rédiger un brouillon d'articles dans sa tête, convaincu que cet incident deviendrait un symbole. Jacques, pour la première fois, sentit une vague d'incertitude l'envahir. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par une femme qu'il avait sous-estimée dès le premier regard. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la tempête qu'il avait déclenchée allait bientôt échapper à son contrôle, portée par la puissance des réseaux sociaux et par la détermination d'une femme qui incarnait la dignité à l'état pur. La cabine, désormais un théâtre de regards croisés et de chuchotements, semblait retenir son souffle. Héloïse, toujours assise, jeta un coup d'œil par le hublot, où les nuages défilaient dans un ciel d'un bleu éclatant. Elle savait que ce n'était que le début. Jacques Lefebvre, avec son arrogance et son mépris, avait allumé une mèche qu'il ne pourrait éteindre. Et elle, Héloïse Moreau, était prête à transformer cette confrontation en une leçon bien plus grande. Une leçon sur la dignité, le respect et la force tranquille de ceux qui refusent de plier face à l'injustice. Alors que l'avion poursuivait son ascension, la tension dans la cabine restait à son comble, et tous les regards convergeaient vers Héloïse, attendant de voir quel serait son prochain mouvement. Dans la cabine de première classe de l'avion d'Étoile d'Azur, l'air vibrait encore de la tension laissée par l'altercation entre Héloïse Moreau, PDG de la compagnie, et Jacques Lefebvre, l'homme d'affaires arrogant qui avait tenté de s'approprier son siège. Jacques, les joues empourprées par une colère contenue, tapotait frénétiquement son téléphone, cherchant désespérément à rétablir la connexion Wi-Fi qui s'était mystérieusement éteinte. Le protocole AL silencieuse, activé par Héloïse, avait fait son œuvre, le coupant du monde numérique qu'il considérait comme une extension de son pouvoir. Assis dans le siège 1F, qu'il occupait toujours illégitimement, il lançait des regards furieux à Héloïse qui, installée calmement dans son siège 1E, travaillait sur son ordinateur portable avec une sérénité apparente. Mais sous cette façade de tranquillité, Héloïse surveillait chaque mouvement de Jacques, consciente que cette confrontation n'était pas terminée. Les autres passagers, témoins de l'échange, échangeaient des murmures indignés.
Amélie Dubois, la militante sociale assise quelques rangées derrière, griffonnait dans son carnet avec une énergie fébrile, ses yeux lançant des éclairs de défi à Jacques. Pierre Martin, le journaliste de Le Monde, continuait de filmer discrètement, conscient que cette scène allait bientôt faire les gros titres. À leur côté, un nouveau visage apparut dans le drame. Marc Dupont, un ancien pilote d'étoiles d'Azur à la retraite, observait la scène avec une gravité silencieuse. Ses cheveux grisonnants et son regard perçant trahissaient une vie passée à naviguer dans les tempêtes, tant dans les airs que dans les relations humaines. Marc, qui avait vu bien des comportements égoïstes au cours de sa carrière, sentit une vieille blessure se rouvrir en entendant les propos méprisants de Jacques. Il murmura à son voisin, un jeune homme d'affaires nerveux. « J'ai vu ce genre d'attitude il y a 30 ans, quand on refusait encore aux femmes et aux minorités des postes de commandement. Ça n'a pas changé. » Ces mots, bien que prononcés à voix basse, portèrent loin dans la cabine, amplifiant le sentiment d'injustice qui flottait dans l'air. Héloïse, concentrée sur son écran, relisait les notes de sa présentation pour la réunion à New York, mais son esprit restait alerte. Elle savait que Jacques, avec son ego démesuré, ne capitulerait pas facilement. Homme habitué à imposer sa volonté par l'intimidation et l'argent, il incarnait tout ce qu'elle avait dû affronter pour arriver là où elle était. Née dans le quartier populaire de Belleville, Héloïse avait grandi avec les récits de ses parents, immigrés maghrébins qui avaient sacrifié tant pour lui offrir une éducation. Chaque obstacle, les regards méfiants dans les salles de réunion, les commentaires dévalorisants sur son genre ou ses origines, n'avaient fait que renforcer sa détermination. Aujourd'hui, à la tête d'Étoiles d'Azur, elle portait non seulement la responsabilité de l'entreprise, mais aussi celle d'être un modèle pour ceux qui, comme elle, devaient se battre pour être reconnus. Alors que Jacques continuait de pester contre son téléphone déconnecté, Héloïse reçut une notification discrète sur le sien, un message de son assistante, Claire, confirmant que le protocole aile silencieuse fonctionnait parfaitement. Aucun accès réseau pour le passager Lefebvre jusqu'à nouvel ordre. L'équipe au sol est informée, écrivait-elle. Héloïse esquissa un sourire imperceptible. Ce n'était pas une vengeance personnelle, mais une mesure stratégique pour protéger l'intégrité de l'expérience à bord et envoyer un message clair. Personne, pas même un homme aussi influent que Jacques, n'était au-dessus des règles. Dans la cabine, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Amélie, incapable de contenir son indignation plus longtemps, se leva de son siège, son carnet à la main. « Monsieur, votre comportement est inacceptable », lança-t-elle, sa voix claire et vibrante d'une colère contenue. « Vous n'avez aucun droit de parler ainsi à qui que ce soit, encore moins de prendre un siège qui ne vous appartient pas. » Ces mots, prononcés avec la fougue d'une militante habituée à défendre les opprimés, firent vibrer la cabine. Plusieurs passagers hochèrent la tête en signe d'approbation et quelques applaudissements timides retentirent. Pierre, toujours en train de filmer, murmura à son voisin « Ça va devenir viral ». Il envoya la vidéo à son rédacteur en chef avec un commentaire laconique. Incident sur Étoiles d'Azur. Un homme d'affaires humilie une passagère. Ça va faire du bruit. Jacques, sentant le vent tourner, se redressa dans son siège, son visage crispé par une fureur mal contenue. « Vous ne savez pas à qui vous parlez. » aboya-t-il, s'adressant à Amélie. « Je suis Jacques Lefebvre, président de Lefebvre Immobilier. J'ai payé une fortune pour ce vol, et je mérite de me reposer en paix. » Mais ces mots, loin d'impressionner, ne firent qu'attiser la colère des autres. Marc, l'ancien pilote, se pencha légèrement en avant et, d'une voix grave, ajouta « Monsieur, l'argent ne donne pas le droit de manquer de respect. Vous feriez mieux de vous excuser avant que cela ne devienne pire pour vous. » Ces paroles, prononcées avec l'autorité d'un homme qui avait commandé des équipages pendant des décennies, firent vaciller Jacques, mais son orgueil l'empêcha de céder. Sophie, la jeune hôtesse, revint dans l'allée, son visage marqué par l'anxiété mais déterminée à maintenir l'ordre. Elle s'approcha d'Héloïse et murmura « Madame, je viens de vérifier nos registres. Monsieur Lefebvre a déjà causé un incident similaire sur un vol précédent. Il avait exigé un surclassement sans payer et avait insulté un membre d'équipage.
Héloïse hocha la tête, son regard toujours fixé sur son écran, mais ses pensées s'accéléraient. Cette information renforçait sa résolution. Jacques n'était pas seulement un passager difficile, il était un récidiviste, un homme qui se croyait intouchable. Elle tapa rapidement un message à l'équipe au sol. Préparer un rapport officiel. Informer la sécurité de l'aéroport de JFK. Passager perturbateur à gérer à l'atterrissage. Puis, se tournant vers Sophie, elle murmura « Merci pour votre professionnalisme, Sophie. Continuez ainsi, et ne laissez pas cet homme vous intimider. » La jeune femme, touchée par ces mots, redressa les épaules, retrouvant un peu de confiance. Elle s'éloigna pour informer son superviseur, tandis qu'Héloïse jetait un regard discret à Jacques, qui continuait de s'agiter, son téléphone désormais inutile dans ses mains tremblantes. Pendant ce temps, la vidéo de Pierre commençait à faire des vagues sur les réseaux sociaux. Postée sur Twitter avec le hashtag #RespectÉtoile, elle accumulait des milliers de vues en quelques minutes. Les commentaires affluaient. « Cet homme est l'incarnation de l'arrogance. Bravo à cette femme pour son sang-froid. Étoile d'Azur doit réagir. » À Paris, dans les bureaux de Le Monde, le rédacteur en chef de Pierre, alerté par la vidéo, ordonna une enquête immédiate sur Jacques Lefebvre. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur cet homme. S'il est aussi important qu'il le prétend, il doit avoir des squelettes dans le placard, » dit-il. À bord, Pierre, conscient de l'impact potentiel de son geste, continua d'observer la scène, notant chaque détail dans son carnet mental. Amélie, de son côté, commença à rédiger un tweet depuis son propre téléphone, lançant une campagne spontanée. « Respectez Héloïse. Dites non à l'arrogance et au mépris dans les airs. » Elle ignorait encore qu'Héloïse était la PDG de la compagnie, mais son instinct de militante l'avait poussée à agir, galvanisé par la dignité d'Héloïse face à l'insulte. Jacques, de plus en plus isolé, sentit la pression monter. Il tenta de composer un numéro, celui de son avocat personnel. Mais l'écran de son téléphone restait désespérément figé sur connexion indisponible. Il frappa le bras de son siège, attirant encore plus l'attention. « C'est un scandale !» cria-t-il, sa voix tremblante de rage. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Je vais faire un procès à cette compagnie, à cette femme, à vous tous. » Mais ces menaces, autrefois intimidantes, sonnaient creux dans la cabine. Les passagers, lassés de son comportement, commencèrent à s'exprimer ouvertement. Une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, lança depuis l'autre côté de l'allée. « Monsieur, c'est vous qui causez ce scandale. Vous devriez avoir honte. » Un homme d'affaires en costume, jusque-là silencieux, ajouta « Respectez les règles, comme tout le monde. » Jacques, acculé, sentit une sueur froide couler dans son dos. Lui, qui avait grandi dans une famille aisée des beaux quartiers parisiens, n'avait jamais connu une telle humiliation. Fils aîné d'un magnat de l'immobilier, il avait été élevé dans l'idée qu'il était au-dessus des autres, que l'argent et le statut lui donnaient tous les droits. Mais ici, à 9000 mètres d'altitude, son pouvoir s'effritait sous le poids des regards accusateurs. Héloïse, toujours concentrée sur son travail, prit un moment pour lever les yeux et observer Jacques. Elle ne ressentait ni joie ni triomphe, mais une profonde tristesse face à cet homme qui, par son arrogance, s'était lui-même isolé. Elle connaissait trop bien ce type de comportement, des hommes comme Jacques, convaincus que leur richesse et leur statut leur donnaient le droit de piétiner les autres. Mais elle savait aussi que la véritable force ne résidait pas dans l'intimidation, mais dans la dignité et la persévérance. Elle se remémora une conversation avec sa mère, des années plus tôt, dans leur petit appartement de Belleville. « Héloïse, ne laisse jamais personne te faire croire que tu vaux moins qu'eux », lui avait-elle dit. Ces mots, gravés dans son cœur, guidaient chacune de ses actions. Aujourd'hui, elle ne défendait pas seulement son siège, mais l'idée que chaque personne, quelle que soit son origine ou son genre, méritait le respect. Elle ferma brièvement les yeux, respirant profondément, puis rouvrit son ordinateur, déterminée à poursuivre son travail malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle. Soudain, un murmure excité parcourut la cabine. Un jeune passager, un étudiant en droit prénommé Lucas, qui avait suivi la scène depuis le début, se pencha vers son voisin et chuchota. « Attendez, je crois que je l'ai vu à la télévision. C'est Héloïse Moreau.
la PDG d'Étoile d'Azur. Hmm. Ces mots, bien que prononcés à voix basse, se propagèrent comme une onde électrique. Amélie tourna la tête, surprise, et murmura: La PDG? Vraiment? Pierre, qui avait entendu, zooma sur Héloïse avec son téléphone, capturant son expression sereine mais déterminée. Jacques, quant à lui, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et une lueur d'incertitude traversa son visage. PDG? Marmonna-t-il, comme s'il refusait de croire ce qu'il venait d'entendre. Il tourna la tête vers Héloïse, cherchant une confirmation dans son regard, mais elle restait impassible, concentrée sur son écran. Pour la première fois, Jacques sentit une fissure dans son assurance. Lui, qui avait toujours cru que le monde lui appartenait, réalisait qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait tenté d'humilier. Mais son orgueil, profondément enraciné, l'empêcha de capituler. « PDG ou pas, je ne bougerai pas », grogna-t-il, assez fort pour que tous l'entendent. « J'ai payé pour mon confort, et personne ne me dira quoi faire. » Ces mots, loin de rétablir son autorité, ne firent qu'aggraver son isolement. Les passagers, désormais unis dans leur indignation, échangèrent des regards de solidarité. Amélie, encouragée par la révélation de l'identité d'Héloïse, tapa un nouveau tweet. La PDG d'Étoile d'Azur défend son siège face à un passager arrogant. Soutenons-la! Respecte Héloïse. Marc, l'ancien pilote, se pencha à nouveau et ajouta d'une voix forte. Monsieur, vous devriez réfléchir à vos actions. Vous n'êtes pas au-dessus de tout le monde, et cette femme mérite plus de respect que vous n'en avez montré dans toute votre vie. Ces paroles, empreintes d'une autorité naturelle, firent taire Jacques pendant un instant. Sophie, revenue dans l'allée, échangea un regard avec Héloïse, qui lui adressa un léger sourire. La jeune hôtesse, inspirée par le courage d'Héloïse, se sentit soudain plus forte. Elle s'approcha de Jacques et, d'une voix plus assurée, déclara « Monsieur, je vous demande une dernière fois de retourner à votre siège attribué, sinon nous devrons prendre des mesures plus strictes. » Jacques, acculé, lança un regard noir à Sophie, puis à Héloïse, puis à la cabine entière. Il réalisa, avec une amertume grandissante, que son pouvoir, qu'il croyait absolu, s'effondrait sous le poids d'une vérité qu'il avait toujours ignorée. Le respect ne s'achète pas, et l'arrogance finit toujours par se retourner contre celui qui la brandit. Héloïse, toujours assise, posa son ordinateur sur la tablette devant elle et jeta un regard par le hublot. Les nuages, baignés par la lumière dorée du soleil couchant, semblaient danser dans un calme infini. Elle savait que cette confrontation, bien que personnelle à bien des égards, portait une signification plus large. Ce n'était pas seulement une lutte pour un siège, mais un combat pour affirmer que personne, quelle que soit sa richesse ou son influence, n'avait le droit de piétiner la dignité d'autrui. Elle repensa à une phrase de Simone de Beauvoir qu'elle avait lue dans sa jeunesse. « On ne naît pas femme, on le devient. » Pour Héloïse, cette idée s'étendait à sa lutte quotidienne. Elle n'était pas née PDG, elle l'était devenue à force de courage, de travail et de refus de céder face à l'adversité. Alors que la cabine restait suspendue dans une tension palpable, Héloïse savait que le prochain mouvement de Jacques déterminerait l'issue de cette bataille. Mais elle était prête, comme toujours, à défendre ce en quoi elle croyait. La dignité, l'égalité et le respect, des valeurs qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Dans la cabine de première classe de l'avion d'Étoile d'Azur, la tension avait atteint son paroxysme, comme une corde prête à se rompre. Jacques Lefebvre, l'homme d'affaires arrogant qui avait défié Héloïse Moreau pour un simple siège, était désormais cloué à son siège 1F, son visage rouge de colère et d'humiliation. Le protocole, elle silencieuse, activé par Héloïse, avait coupé son accès au monde numérique, le laissant isolé, impuissant, incapable de contacter ses avocats ou ses alliés. Autour de lui, les regards des passagers, mélange de mépris, de jugement et de solidarité envers Héloïse, pesaient comme une sentence silencieuse. Héloïse, assise à sa place légitime, le siège 1-1, continuait de travailler sur sa présentation pour la réunion cruciale à New York, son calme olympien contrastant avec l'agitation de Jacques. Mais ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Pour Héloïse, PDG d'Étoile d'Azur et femme d'origine nord-africaine ayant surmonté d'innombrables obstacles, cette confrontation symbolisait bien plus.
Une lutte pour la dignité, l'égalité et le respect, des valeurs qu'elle portait depuis son enfance à Belleville. Alors que l'avion filait à travers les nuages, un silence oppressant régnait dans la cabine, ponctué par les murmures indignés des passagers. Amélie Dubois, la militante sociale, continuait de tweeter furieusement, amplifiant l'incident avec le hashtag « Respectez Loïse », qui gagnait en popularité à chaque seconde. Pierre Martin, le journaliste de Le Monde, peaufinait mentalement son article, conscient que cette histoire allait secouer les cercles parisiens. Marc Dupont, l'ancien pilote à la retraite, observait la scène avec une gravité solennelle, ses années d'expérience dans l'aviation lui rappelant que de tels moments, bien que rares, pouvaient changer le cours des choses. Soudain, une silhouette imposante apparut dans l'allée. Claire Dubois, directrice de la sécurité d'Étoile d'Azur, une femme d'une cinquantaine d'années au port altier et au regard d'acier, avança d'un pas décidé. Vêtue d'un tailleur gris anthracite, elle incarnait l'autorité et la compétence, deux qualités forgées par des années à gérer des crises dans l'industrie aérienne. Claire avait été informée de l'incident par l'équipe au sol, alertée par le protocole L silencieuse. Elle s'arrêta devant Jacques, croisant les bras, son expression ne laissant place à aucune ambiguïté. « Monsieur Lefebvre », dit-elle d'une voix claire et tranchante, assez forte pour que toute la cabine l'entende, « il est temps que cette situation prenne fin. Retournez immédiatement à votre siège attribué, où nous serons contraints de prendre des mesures plus sévères à l'atterrissage. » Le ton de Claire, ferme mais maîtrisé, résonna comme un ultimatum. Jacques, dont l'orgueil avait jusqu'alors dicté chaque action, sentit une vague de panique l'envahir. Lui, qui avait toujours cru que son statut le plaçait au-dessus des règles, comprit soudain que son pouvoir s'effritait face à l'autorité d'une femme qu'il ne pouvait intimider. Les passagers retinrent leur souffle, leur regard oscillant entre Claire et Jacques, attendant sa réaction. Sophie, la jeune hôtesse, se tenait en retrait, ses mains légèrement tremblantes mais son visage empreint d'une nouvelle assurance, inspirée par le courage d'Héloïse. Pierre, toujours en train de filmer, zooma sur l'expression de Jacques, capturant l'instant précis où son arrogance commençait à s'effondrer. Jacques, acculé, se leva lentement, son visage blême, partagé entre la rage et l'humiliation. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Il ramassa sa couverture grise, désormais froissée, et se dirigea à contre-cœur vers son siège attribué, le 2C, à quelques rangées de là. Chaque pas semblait lui coûter, comme s'il traînait derrière lui le poids de son orgueil brisé. Les passagers, libérés de la tension, échangèrent des regards de soulagement. Amélie, incapable de contenir son indignation, lança à voix haute. « Il était temps. Cet homme est une honte. » Ces mots, bien que durs, furent accueillis par des hochements de tête approbateurs. Marc, l'ancien pilote, murmura à son voisin. « Il y a des leçons qu'on apprend qu'en tombant de haut. » Claire, après avoir vérifié que Jacques s'était assis, se tourna vers Héloïse et inclina légèrement la tête. Madame Moreau, au nom d'Étoile d'Azur, je vous présente nos excuses les plus sincères pour cet incident. Cela ne se reproduira pas. Héloïse, toujours assise, répondit par un sourire discret mais chaleureux. Merci Claire, je sais que vous faites tout pour que nos vols soient un espace de respect et de dignité. Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Claire, qui hocha la tête avant de s'éloigner pour coordonner avec l'équipe au sol. Sophie, émue par l'échange, s'approcha d'Héloïse et murmura « Vous êtes incroyable, madame. Merci de ne pas avoir cédé. » Héloïse lui adressa un regard bienveillant. « Sophie, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour nous tous. Continuez à faire votre travail avec cœur, c'est ce qui compte. » À cet instant, la cabine sembla reprendre son souffle. Les passagers, encore sous le choc de l'incident, commencèrent à discuter à voix basse, partageant leur indignation et leur admiration pour Héloïse. Pierre, sentant que l'histoire prenait une ampleur sans précédent, envoya un message à son rédacteur en chef. Confirmation. La passagère est Héloïse Moreau, PDG d'Étoile d'Azur. Cette histoire va faire trembler Paris. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'incident postée par Pierre et relayée par Amélie explosait.
Le hashtag #RespectEloïse était désormais en tête des tendances sur Twitter en France, avec des milliers de commentaires dénonçant l'arrogance de Jacques et saluant le courage d'Éloïse. Des internautes partageaient des articles sur son parcours, soulignant son ascension fulgurante dans un monde dominé par les hommes et les préjugés. Une femme noire à la tête d'une grande compagnie aérienne, défiant un homme comme Lefebvre. C'est une héroïne, écrivait un blogueur influent. À Paris, les rédactions des grands journaux, de Le Figaro à Libération, se mirent à enquêter sur Jacques Lefebvre, fouillant son passé pour révéler d'autres comportements problématiques. Ce que beaucoup ignoraient, c'était que Jacques, en plus de son arrogance, avait déjà été impliqué dans des scandales liés à des pratiques douteuses dans l'immobilier, ce qui ne faisait qu'aggraver sa situation. Jacques, désormais isolé dans son siège 2C, fixait le hublot, évitant les regards accusateurs des autres passagers. Son téléphone, toujours déconnecté, reposait inutilement sur ses genoux. Pour la première fois de sa vie, il ressentait une impuissance qu'il n'avait jamais connue. Fils d'une famille influente des beaux quartiers parisiens, il avait grandi dans un monde où tout lui était acquis: contrats, relations, privilèges. Mais ici, à bord de cet avion, il était seul, sans alliés, sans moyen de reprendre le contrôle. Il tenta de se convaincre que, dès l'atterrissage, il mobiliserait ses avocats et ferait plier Étoile d'Azur. Mais au fond de lui, une petite voix, qu'il avait toujours ignorée, murmurait une vérité qu'il refusait d'admettre. Il avait franchi une ligne, et il en paierait le prix. Alors que l'avion approchait de New York, une passagère, une femme d'une quarantaine d'années nommée Isabelle, se leva et s'approcha d'Éloïse. « Madame, je tiens à vous dire combien votre calme m'a impressionné, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai une fille qui rêve de devenir pilote, et des gens comme vous lui montrent que c'est possible. » Éloïse, touchée, lui serra doucement la main. « Dites à votre fille de ne jamais laisser personne lui dire qu'elle ne peut pas. Elle volera, j'en suis sûr. » Cet échange simple mais profond résonna dans la cabine, rappelant à tous que l'incident allait bien au-delà d'un simple siège. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport JFK, l'équipe de sécurité attendait déjà au pied de la passerelle. Jacques, escorté par Claire et 2 agents de sécurité, fut conduit à une salle d'interrogatoire pour répondre de son comportement perturbateur. Les passagers, en descendant, continuèrent de partager des vidéos et des commentaires sur les réseaux sociaux, transformant l'incident en un phénomène mondial. Éloïse, quant à elle, resta à bord quelques instants après l'atterrissage, rassemblant ses affaires avec une sérénité intacte. Sophie s'approcha une dernière fois, les yeux brillants. « Madame, je veux devenir comme vous un jour, » dit-elle. Éloïse sourit. « Vous le serez, Sophie. Continuez à croire en vous. » Pierre, avant de quitter l'avion, s'approcha également. « Madame Moreau, je vais écrire un article sur vous. Les gens doivent connaître votre histoire. » Éloïse hocha la tête, sans chercher la gloire. « Écrivez sur le respect, Pierre. C'est ce qui compte. » Amélie, qui avait entendu l'échange, ajouta: « Je vais m'assurer que votre message atteigne tous les coins de France. Cette histoire ne s'arrêtera pas ici. » De retour à Paris, Éloïse ne perdit pas de temps. Dès le lendemain, elle convoqua une réunion d'urgence avec l'équipe dirigeante d'Étoile d'Azur. Dans la salle de conférence vitrée du siège social, surplombant la scène, elle exposa sa vision avec une clarté et une détermination qui firent taire toutes les objections. Étoile d'Azur ne doit pas seulement être une compagnie aérienne. Elle doit être un modèle d'égalité, de respect et d'inclusion, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité naturelle. Elle annonça une série de réformes ambitieuses, des programmes de formation obligatoires sur l'antiracisme et l'équité de genre pour tous les employés, la création d'un conseil pour la diversité et l'inclusion, et une révision complète des protocoles de gestion des conflits à bord. Chaque détail, des interactions avec les passagers au processus de recrutement, serait aligné sur les valeurs de respect et de dignité. Les cadres, d'abord surpris par l'ampleur des mesures, se rallièrent rapidement à sa vision, conscients que cet incident avait révélé une vérité universelle. Une entreprise moderne ne pouvait prospérer sans placer l'humain au centre. Pendant ce temps, la chute de Jacques Lefebvre était vertigineuse.
À peine l'avion avait-il atterri que son nom était devenu synonyme d'arrogance et de mépris sur les réseaux sociaux. Les grandes chaînes d'information françaises, de BFM à France 24, diffusaient la vidéo de l'incident, accompagnée d'analyses cinglantes sur le privilège mal placé. Les partenaires commerciaux de Jacques, sentant le vent tourner, prirent de leur distance. Lors d'une réunion du conseil d'administration de Lefebvre Immobilier, les actionnaires, sous la pression de l'opinion publique, exigèrent sa démission. Jacques tenta de se défendre, invoquant ses décennies de succès et son influence, mais ses arguments tombèrent à plat. « Votre comportement a terni l'image de l'entreprise », déclara le président du conseil, un homme habituellement mesuré. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Jacques, humilié, quitta la salle de réunion, ses pas résonnant dans un silence glacial. En quelques jours, il devint persona non grata dans les cercles parisiens, ses anciens alliés refusant de répondre à ses appels. Assis dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, entouré de meubles luxueux mais plongé dans une solitude oppressante, Jacques commença à comprendre l'ampleur de sa chute. Pour la première fois, il se demanda s'il avait eu tort, si son arrogance l'avait aveuglé au point de tout perdre. Héloïse, de son côté, refusa les honneurs personnels. Lorsque des organisations proposèrent de lui décerner des prix pour son courage, elle déclina poliment, expliquant lors d'une conférence de presse. « Ce n'est pas une question de gloire personnelle. Ce qui compte, c'est de construire un monde où chacun est respecté, peu importe qui il est. » Ces paroles, diffusées en direct, touchèrent des millions de personnes en France et au-delà. Les écoles de commerce commencèrent à inclure son histoire dans leurs études de cas, la présentant comme un exemple de leadership éthique. Amélie, fidèle à sa promesse, lança une campagne nationale, « Pelle respect pour tous », appelant les entreprises françaises à adopter des politiques similaires à celles d'Étoile d'Azur. Pierre publia un article percutant dans Le Monde, intitulé « Héloïse Moreau, la femme qui a fait plier l'arrogance », qui devint l'un des plus lus de l'année. Marc, l'ancien pilote, écrivit une lettre ouverte à Héloïse, publiée dans l'Aviation Magazine, où il racontait comment son courage lui avait rappelé pourquoi il avait aimé travailler pour cette industrie. Héloïse conserva la carte d'embarquement du siège 1-1, un petit morceau de papier qu'elle plaça dans un cadre discret sur son bureau. Pour elle, ce n'était pas un trophée, mais un symbole de la lutte continue pour la dignité et l'égalité. Chaque fois qu'elle le regardait, elle repensait à sa mère, à Belleville, aux sacrifices et aux combats qu'il avait menés jusqu'ici. Elle savait que cette histoire, bien qu'issue d'un incident isolé, avait allumé une étincelle. Étoile d'Azur devint un modèle pour d'autres entreprises, non seulement en France mais dans le monde entier, prouvant qu'une culture de respect pouvait transformer une industrie. Les réformes d'Héloïse, saluées par les experts en justice sociale, marquèrent un tournant. Les employés, des pilotes aux agents au sol, se mirent à porter leurs uniformes avec une fierté renouvelée, conscients qu'ils représentaient plus qu'une compagnie aérienne, un idéal. Jacques, seul dans son appartement, voyait son nom apparaître dans les gros titres, chaque article comme une nouvelle blessure. Il tenta, dans un ultime sursaut d'orgueil, d'envoyer une lettre d'excuses publiques à Héloïse, espérant sauver ce qui restait de sa réputation. Mais Héloïse, fidèle à ses principes, refusa de l'accepter. « Les excuses ne suffisent pas », répondit-elle dans une déclaration laconique. « Le changement vient des actions, pas des mots. » Cette réponse, relayée par les médias, scella le sort de Jacques. Il comprit, trop tard, que la véritable force ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans le respect et l'humilité, des valeurs qu'il avait méprisées toute sa vie. Assis dans l'obscurité, il repensait à Héloïse, à son calme inébranlable, à sa dignité face à son mépris. Pour la première fois, il ressentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, le regret. À mesure que les mois passaient, l'histoire d'Héloïse inspira des milliers de personnes. Dans les écoles, les universités et les associations, on racontait son courage, non comme une légende, mais comme une leçon vivante. Les jeunes, comme Sophie, trouvaient en elle un modèle de persévérance. Les entreprises, inspirées par Étoile d'Azur, commencèrent à réévaluer leurs propres pratiques, adoptant des politiques plus inclusives. Héloïse, quant à elle, continuait son travail, guidée par une conviction profonde.
Le véritable pouvoir ne vient pas de dominer les autres, mais de les élever. Chaque vol d'étoiles d'azur devint une célébration de cette idée, un rappel que, même à 9000 mètres d'altitude, la dignité et le respect sont les véritables ailes qui portent le monde vers l'avenir. L'histoire d'Héloïse Moreau, telle que narrée dans Un siège pour la dignité, transcende le cadre d'un simple incident à bord d'un avion pour devenir une parabole universelle sur la dignité, le respect et la lutte pour l'égalité. En tant que spectateurs de ce drame, nous sommes conviés à réfléchir profondément à la manière dont Héloïse a transformé une confrontation personnelle en un puissant catalyseur de changement, offrant des leçons que nous pouvons appliquer dans notre propre existence. Ancrée dans la culture française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont des piliers fondamentaux, cette histoire nous invite à examiner nos comportements, nos choix et notre rôle dans la construction d'une société plus juste. À travers le prisme de l'élégance, de la retenue et de la défense des principes, des qualités chères à l'esprit français, l'histoire d'Héloïse nous pousse à nous interroger. Comment pouvons-nous, à notre échelle, incarner ces valeurs dans nos interactions quotidiennes? Voici une réflexion sur les enseignements tirés de cette histoire et leur application concrète dans nos vies, suivie d'un appel à l'action pour amplifier ce message. D'abord, Héloïse Moreau incarne une qualité profondément admirée en France, la retenue. Face à l'arrogance et au mépris de Jacques Lefebvre, elle choisit de répondre non par la colère ou l'agressivité, mais par un calme qui force le respect. Dans la culture française, où l'élégance des manières est souvent perçue comme une forme de puissance, ce choix est significatif. Héloïse ne se contente pas de défendre son droit à un siège. Elle affirme sa dignité avec une assurance qui désarme son adversaire sans jamais hausser le ton. Cette retenue est une leçon pour nous tous. Dans nos vies, nous faisons face à des moments où notre patience est mise à l'épreuve. Une remarque désobligeante au travail, un malentendu dans une file d'attente ou une injustice dans un espace public. Comme Héloïse, nous pouvons choisir de répondre avec dignité, en défendant nos droits sans céder à la provocation. Cela demande une force intérieure, une maîtrise de soi qui, dans l'esprit français, est synonyme de sophistication et de respectabilité. Par exemple, au lieu de répondre à une critique par une attaque personnelle, nous pouvons exposer nos arguments avec clarté et calme, transformant un conflit en une opportunité de dialogue. Cette approche, loin d'être une faiblesse, renforce notre crédibilité et inspire ceux qui nous entourent. Ensuite, l'histoire met en lumière le principe d'égalité, un pilier de la République française. Héloïse, femme d'origine nord-africaine ayant gravi les échelons dans un monde dominé par les privilèges masculins et sociaux, incarne le combat pour l'égalité des chances. Son refus de céder face à Jacques n'est pas seulement une question de siège. C'est une déclaration que personne ne devrait être diminué en raison de son genre, de ses origines ou de son apparence. En France, où l'égalité est inscrite dans la devise nationale, cette histoire résonne comme un appel à l'action. Elle nous rappelle que l'égalité n'est pas un acquis, mais une responsabilité collective. Dans notre quotidien, nous pouvons appliquer cette leçon en nous opposant aux discriminations, qu'elles soient flagrantes ou subtiles. Cela peut signifier intervenir lorsqu'un collègue est injustement ignoré, dénoncer une remarque sexiste ou raciste dans une conversation, ou simplement écouter ceux qui sont trop souvent marginalisés. Par exemple, dans un cadre professionnel, soutenir un collègue issu d'une minorité pour une promotion ou un projet peut contribuer à briser les barrières invisibles. Le courage d'Héloïse nous inspire à agir, même lorsque cela nous met mal à l'aise, pour faire avancer cet idéal républicain. La fraternité, autre valeur fondamentale de la France, est également au cœur de cette histoire. Les passagers, Amélie, Pierre, Marc, Sophie, jouant un rôle crucial en soutenant Héloïse, que ce soit par leurs paroles, leurs actions ou leur silence éloquent. Leur solidarité transforme un conflit individuel en un moment de résistance collective, rappelant les grandes manifestations françaises où les citoyens s'unissent pour défendre des causes justes. Amélie, avec sa ferveur militante, incarne cet esprit de mobilisation sociale si présent dans l'histoire française, des grèves ouvrières au mouvement pour les droits civiques. Pierre, en tant que journaliste, reflète le rôle de la presse française,
souvent vu comme un gardien de la vérité et un contrepoids aux abus de pouvoir. Marc, avec sa sagesse d'ancien pilote, évoque la mémoire collective d'une nation qui a vu ses valeurs évoluer au fil du temps. Ensemble, ils montrent que le changement naît d'une communauté unie. Dans nos vies, nous pouvons cultiver cette fraternité en soutenant ceux qui luttent contre l'injustice. Cela peut être aussi simple que de partager une histoire inspirante sur les réseaux sociaux, de participer à une association locale ou de défendre un voisin victime d'une injustice. Chaque geste, même modeste, renforce le tissu social et incarne cette valeur de fraternité si chère aux Français. L'histoire de Jacques Lefebvre, quant à elle, est une mise en garde contre l'abus de privilèges. En France, où l'idée d'une société méritocratique est valorisée, l'arrogance de Jacques, convaincu que sa richesse et son statut le placent au-dessus des autres, est particulièrement choquante. Son refus de reconnaître son erreur, même face à une opposition croissante, montre les dangers de l'aveuglement par le privilège. Cette leçon nous invite à examiner nos propres comportements. Sommes-nous conscients des avantages dont nous bénéficions, qu'ils soient liés à notre éducation, notre milieu social ou notre position? Dans une société française qui aspire à l'égalité, il est crucial de reconnaître que le privilège peut fausser notre perception des autres. Nous pouvons appliquer cette leçon en traitant chacun avec le même respect, en écoutant activement les perspectives différentes et en évitant de présumer notre supériorité. Par exemple, dans une réunion, donner la parole à une personne moins expérimentée ou issue d'un milieu différent peut être un pas vers l'équité. Comme Héloïse, nous devons utiliser notre position, quelle qu'elle soit, pour promouvoir la justice plutôt que pour dominer. Un autre enseignement majeur était la capacité d'Héloïse à transformer l'adversité en opportunité. En lançant des réformes au sein d'Étoile d'Azur, elle montre que les moments de crise peuvent devenir des catalyseurs pour un changement durable. Cette approche reflète une valeur française, la croyance que l'intelligence et la vision peuvent surmonter les obstacles. Dans nos vies, nous pouvons adopter cette mentalité en voyant les défis comme des occasions de grandir. Une critique au travail peut devenir une chance d'améliorer nos compétences. Un conflit personnel peut ouvrir la voie à une communication plus honnête. Comme Héloïse, nous devons regarder au-delà de l'instant présent et chercher à créer un impact positif, que ce soit dans notre famille, notre communauté ou notre lieu de travail. Par exemple, organiser une formation sur la diversité dans une entreprise ou initier un dialogue sur l'inclusion dans un groupe communautaire peut transformer une tension en progrès. Enfin, l'histoire nous enseigne l'humilité, une qualité valorisée dans la culture française, où l'ostentation est souvent mal vue. Héloïse, malgré son statut de PDG, refuse les honneurs personnels et concentre son énergie sur des réformes collectives. Jacques, en revanche, paie le prix de son manque d'humilité, perdant tout ce qu'il valorisait. Cette opposition nous rappelle que l'humilité est une force qui nous connecte aux autres. Nous pouvons la pratiquer en reconnaissant nos erreurs, en écoutant les autres et en plaçant le bien commun au-dessus de notre ego. Dans une société française qui admire les leaders alliant autorité et modestie, cette leçon est essentielle. Par exemple, admettre une faute dans un projet d'équipe ou valoriser les contributions des autres renforce la confiance et la collaboration. L'histoire d'Héloïse Moreau est un appel vibrant à défendre la dignité et le respect dans tous les aspects de notre vie. Elle nous montre que chacun de nous, à notre manière, peut incarner les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors, comment pouvons-nous honorer cet héritage? Réfléchissez à vos actions quotidiennes. Comment pouvez-vous promouvoir l'égalité et la fraternité dans votre entourage? Partagez cette histoire pour inspirer d'autres à agir avec courage et dignité. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de justice et de courage. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que cette histoire vous a appris et comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre vie. Ensemble, faisons de chaque jour une occasion de défendre les valeurs qui nous unissent.